Beauté. Bienvenue à ta mairie cet après-midi pour cette rencontre avec la maison d'édition panafricaine Africa Concept, avec laquelle la librairie Ta Mairie a l'honneur de collaborer autour de ces nombreuses publications de plus en plus étoffées et bien sûr de plus en plus riches. Donc c'est donc avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui l'auteur Nzunzi Bounzeyi Pierre autour de son ouvrage « Le Congo face au défi de la mutation ». L'habitude que nous avons à Ta Mairie, c'est d'accueillir nos auteurs afin de leur donner l'opportunité de présenter leur nouveau bébé ou de présenter leur publication, et qu'autour de cette expérience de rencontre, des échanges s'opèrent. Nous sommes dans un exercice auquel nous sommes familiers et bien sûr nous sommes très ravis que vous soyez venus prendre part à cette rencontre. Et nous remercions aussi la maison d'édition pour son travail qui vraiment nous impressionne au quotidien ou d'année en année par un catalogue qui s'étoffe. Et bien sûr, nous saluons surtout l'auteur qui a investi le temps nécessaire pour nous donner à découvrir ses idées sur le Congo. Et nous aurons donc l'opportunité de l'écouter. Et nous le saluons d'avance de s'être donné la peine de créer ce moment de rencontre par la production de son livre. Et je sais que la production de ce livre n'aurait certainement pas été possible sans la collaboration pleine et entière de African Concept, la maison d'édition panafricaine. Je me réjouis de collaborer avec notre frère Papa Sumbu, auquel je vais laisser la parole afin qu'il introduise encore mieux que moi l'événement, notre rencontre de cet après-midi. Bonjour à tous. Bonjour. Nous tenons tout d'abord à remercier la librairie Ta Mairie qui a bien voulu nous accueillir dans ses locaux. Et elle est ici représentée par, il vient de se présenter, par monsieur Nzeo Nyamoro Narmer. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on nous accueille ici pour pouvoir parler pour la présentation du livre que a publié notre frère, monsieur Nzunzi Bounzeyi Pierre. C'est un livre à un titre très évocateur. Le Congo face au défi de la mutation. Oui, il s'agit de la mutation. Notre société est toujours en pleine mutation. Le monde aussi est en pleine mutation. Depuis la rencontre entre l'Occident et l'Afrique, plus particulièrement le peuple du bassin du Congo, nous avons constaté qu'il y a plein de changements. Et ces changements ont modifié nos comportements, nos fonctionnements, nos habitudes, et aussi à bousculer notre identité. Et en fin de compte, il y a eu 3 grands événements, à savoir la traite négrière, l'esclavage et la colonisation. Nous avons tellement bousculé qu'il y a eu tellement de changements profonds que nous sommes plus ou moins, on ne sait pas où se mettre en fait, on ne sait pas à quel sens se vouer. Je vous donne un exemple, par exemple, il y a un auteur de Trinité Tobago qui a publié Capitalisme et esclavage. Il a démontré que la constitution du capital qui a financé l'esclavage a permis la révolution industrielle. Et de cette révolution industrielle est né le capitalisme industriel. Mais qui était profiteur et qui était perdant? C'était nous. Donc on se rend compte que malgré ces bouleversements, nous sommes toujours dépendants. Et malgré aussi les indépendances qu'on nous a accordées, qui sont des indépendances sur papier, nous sommes toujours dans la dépendance. Il y a la dépendance politique. On a importé d'une démocratie qui ne marche pas. Il y a la dépendance économique, financière et bancaire, je dirais même monétaire.
On utilise les dollars, le Congo est entièrement dollarisé, l'économie, les francs CFA, l'indépendance industrielle. Nous n'avons pas des industries transformatrices. Tout ce que nous avons, comme richesse des sols et sous-sols, sont transformés à l'extérieur du continent. L'indépendance culturelle, notamment l'indépendance linguistique, toutes nos langues officielles sont des langues extra-continentales. Alors, on s'aperçoit que face à cette mutation, nous continuons à subir des changements. Et des changements qui nous affectent et qui ne permettent pas d'aller plus loin. Alors, dans le même ordre d'idée, notre auteur, M. Nzuzi Bunzei, s'est focalisé sur le Congo. Et en se focalisant sur le Congo, il a en fait brossé un portrait d'un Congo qui stagne, qui peine à retrouver sa place continentale. Donc, il a fait une sorte de rétroviseur, il a regardé un rétroviseur rétrospectif pour pouvoir savoir qu'est-ce qui ne marche pas et pour pouvoir aller de l'avant. Comme un chauffeur du véhicule, pour aller de l'avant, de temps en temps, on regarde avec le rétroviseur. Et en fin de compte, il a trouvé des remèdes pour pouvoir y remédier, afin que nous puissions avoir un Congo fort et prospère, mais aussi un Congo, pays aux dimensions du monde, qui sera légué aux générations futures. Voilà pourquoi il nous a produit ces beaux livres. Et c'est le fruit de ses recherches en politique. Pour parler un peu de l'auteur est congolais, de la RDC, la République démocratique du Congo. Comme certains aiment bien le dire ou aiment bien le signaler, il est congolais de père et de mère. Arrivé en France pour ses études supérieures, après un baccalauréat G obtenu au Congo, sciences commerciales, il a obtenu une licence d'économie au Conservatoire national de Paris. Et puis, il a embrassé le monde professionnel où il a occupé le poste d'un responsable dans une grande entreprise multinationale française, Sodexo. Et parallèlement à ses occupations professionnelles, il s'investit activement dans le monde associatif et aussi dans la recherche politique. Et ces recherches politiques lui ont permis à avoir ces livres. C'est les fruits de ces recherches. Alors, il nous invite aujourd'hui à pouvoir déguster ces fruits. Alors, plus la peine de continuer, on lui laisse la parole pour qu'il puisse nous présenter, et bonne présentation. Merci. Merci, Monsieur Adrien Fouakasumbo, pour cette merveilleuse présentation. Je pense que vous avez tout brossé. Donc là où je pouvais ajouter, je pense que je vais passer au vif du sujet. Et je tiens aussi à remercier mes frères et sœurs et toute la famille qui sont ici. Et là, vous venez de dire, Pierre Nzuzi, il a travaillé en tant que cadre dans une entreprise multinationale. Et devant moi, j'ai aussi une cadre de Sodexo. Et jusqu'à présent, elle est toujours là. Et Madame Christelle Colby. Alors, normalement, si je regarde dans la salle, je verrai que il n'y a pas seulement les Congolais, les nationalités. Nous avons aussi nos frères et sœurs d'Afrique, des Antilles et des Dom-Tom, si on peut le dire. Donc, l'affaire du Congo, ça concerne tout le monde. Parce que le Congo, si aujourd'hui vous êtes là, parce que vous voulez comprendre, le Congo c'est quoi? La République démocratique du Congo, à l'heure actuelle, qui est menacée de tous les dangers. Une république qui est aux aguets des Occidentaux. Au regard de tout le monde, qui affaiblissent son peuple. Donc, pour attaquer, pour ne pas retarder le temps, je vous dirai une chose, et je vais vous montrer moi-même, puisque l'imprimaire l'a montré, le libraire, pardon, et puis l'éditeur. Moi, l'auteur, je vous ai montré, voilà de beaux livres. C'est marqué le Congo face au défi de la mutation. Beaucoup se sont posé des questions. Pourquoi le Congo face au défi de la mutation?
Premièrement, c'est ça le titre. L'auteur, c'est Pierre Nzouzi. Et le genre de cet ouvrage, c'est le genre politique. Ce n'est pas un roman comme d'autres gens, ils peuvent l'écrire. Oui, je m'amuse à écrire ça. Mais moi, j'ai écrit un livre politique qui va concerner tout le monde parce que nous sommes subis au monde du politique. Ce sont eux qui nous gèrent à l'heure actuelle. Ce sont eux qui sont à la disposition de toute l'humanité. Tous les jours, ils nous ramènent des choses en nous disant que voilà, le monde passe à une phase de la mutation. Si le monde est en pleine mutation, pourquoi pas les nations seront à la phase de mutation, comme le Congo aujourd'hui est en phase de mutation. Moi, j'ai choisi le Congo parce que le Congo est à l'origine de tout. Le Congo, déjà, signifie un cercle. Le Congo signifie un cercle. Le cercle, vous le trouverez au milieu du globe terrestre. Parmi nous, des gens qui disent, mais oui, le Congo, pourquoi il y a toujours des guerres? Pourquoi les gens la population n'arrive pas à s'en sortir? Pourquoi il y a ça et ça et ça? Maintenant, il faut surmonter ces défis, ces épreuves. C'est pour cela que j'ai eu l'audace de me dire que si on n'arrive pas à surmonter ces défis, on ne pourra pas changer la nature des choses dans mon pays, voire même au monde, voire même en Afrique tout entière. Le Congo, c'est aussi une chance, non seulement pour les Congolais, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde tout entier. Parce qu'en partant du Congo, nous avons vu un monde qui s'est créé vers l'Amérique et dans les îles et dans les dom-toms. C'est le Congo qui est à l'origine d'aller construire le monde extérieur. C'est ce que mon éditeur vient de dire. Le monde du capitalisme industrialisé. C'est les Congolais et les Congolaises qui ont foulé leurs pieds vers le monde lointain pour aller construire ce pays-là, les États-Unis et les îles, là où il y a nos frères et sœurs. Alors, ce livre, Le Congo face au défi de la mutation, je l'ai écrit en deux parties. La première partie, c'est la géopolitique congolaise face au monde astral. Et vous trouverez des chapitres, au moins 17 chapitres dans ces livres. Et dans la deuxième partie, la transition congolaise. Et là, je vais vous expliquer, ligne par ligne, comme ça vous allez comprendre. Et à la fin, si vous aurez des questions à me poser, parce que je sais que beaucoup, ils vont me poser des questions pour savoir quelle idée que vous avez eue et qu'est-ce qui vous a poussé. Est-ce que c'est la guerre qui vous a poussé à écrire ce bouquin pour dire que voilà, bientôt nous allons rentrer à la phase de mutation, ou bien parce que une grande nation comme le Congo ne décolle pas. Il y a plusieurs raisons. Au moment où nous sommes là, au moment où j'ai fait la présentation, mes frères et sœurs, nos enfants, nos neveux, nos parents, ils crèvent à l'est du pays. C'est pour cela, vous qui êtes venus aujourd'hui nous voir, je vais vous demander qu'on se mette un peu debout pour qu'on pense à ceux qui sont là-bas. Quelques minutes de silence, une minute de silence, je pense que ça va suffire. Merci. Vous pouvez nous asseoir. Pourquoi? Parce que ces bouquins, je les dédicacés à mes frères de l'Est, de la RDC. Vous les trouverez dans page 7 quand vous allez les procurer. À mes chers compatriotes de l'Est, de la République démocratique du Congo, dont le sang coule au quotidien
victimes de l'insécurité récurrente. C'est pour cela qu'on a pensé à eux. Deuxièmement, vous verrez la mutation. Pourquoi la mutation? C'est l'inversion de la politique qui veut mettre fin à la transition qui dure d'ici 6 décennies, non 60 décennies. Et c'est énorme. C'est pour cela que nous voulons la mutation, pour finir avec la transition. Inverser la politique qui a été corrompue. Aujourd'hui, nous vivons au Congo, non seulement le Congo, mais l'Afrique. Non seulement l'Afrique, même aux Antilles. Pourquoi? Parce que le Congo, ça reflète une autorité d'humanité extraordinaire que les d'autres mettent toujours en concurrence, que je ne citerai pas. Nous le savons tous, ceux qui nous ont colonisés. Et jusqu'à présent, ils veulent qu'on se soumette à leur disposition. C'est pour cela que je vous dirais, c'est qu'un des savants français l'avait dit. Parce que ces livres, c'est à base de recherche. Et de recherche, et vous le trouverez même lors de l'avant-propos. Mais je vous donne que des détails pour que vous arriviez à comprendre. Jacques Attali, c'est ce qu'il nous a dit. Jacques Attali, que les savants français. L'histoire ne répétera pas le même scénario. Aucune puissance n'aura le moyen de prendre la direction du monde. Les puissances et l'Union européenne continuent de piller leurs colonies au nom de l'idée qu'elles se font de la civilisation. Signé Jacques Attali. Vous voyez? Donc, il a déjà prévenu, il nous a déjà prévenu que aucune puissance du monde, même l'Union européenne, aujourd'hui nous sommes en France, ils n'auront pas, mais ils continuent toujours à nous piller. Ils continuent toujours à nous piller. Tout ça, ce sont des mots qui m'ont poussé à réfléchir. Est-ce que moi, je vais laisser mes enfants comme ça, mes petits-enfants comme ça, mes amis comme ça? Non. Il faut qu'il y ait quand même des personnes éclairées pour qu'ils arrivent à démanteler cette situation. Alors, je dirais, pour ce livre, c'est la lutte. C'est la lutte que l'indépendance a forgée dans tous les seuils du continent africain, en général, et en particulier le Congo. Ce qui a poussé à nos parents de lutter pour aller décrocher cette indépendance. Mais est-ce que aujourd'hui on se pose la question, est-ce que nous sommes indépendants? Est-ce que nous sommes indépendants? C'est dans ces livres que je l'ai dit, non, c'est sur papier que nous sommes indépendants. C'est sur papier, mais en réalité nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons, c'est que l'éditeur venait de soulever ici, nous dépendons toujours aux Occidentaux. Toujours dans ces livres, j'ai démontré qui sont les Occidentaux. C'est aussi nos frères et sœurs. Mais pourquoi il y aura cette différence des raisonnements? Pourquoi ils veulent toujours continuer à être supérieurs à nous, les Noirs? Je pourrais dire, parmi la salle, je trouve que des Français, sur papier. Naturalisés. Beaucoup sont nés dans le territoire français. Ils sont nés français, mais dans leur cœur. Et la peau, c'est la peau marron. Moi, je ne dis pas noir, c'est la peau marron. Alors, c'est pour cela, si ces livres, je l'ai mis en possession de tout le monde, surtout les Congolais et les Africains, et nos frères de Dopton,
pour leur montrer que nous sommes en lutte. C'est le combat qui démarre. Parce que le monde est en pleine mutation. Et à quand ça va terminer? Pourquoi cette mutation? Pourquoi il y aura ces changements? Pour accepter l'IA, donc l'intelligence artificielle. Non. Parce que l'intelligence artificielle, il va nous donner toutes les possibilités pour demain. Ce qui fait que l'humanité sera remplacée par le robot. Est-ce que vous croyez que l'humanité sera remplacée par les robots? Moi, je ne crois pas. C'est pour cela, dans ces livres, je l'ai dit, tel que ça commençait dès le début, et ça finira dès le début par l'humanité. L'humanité sera là pour conquérir ce monde. Ce n'est pas notre intelligence, ni l'intelligence artificielle. Parce que l'homme, il veut s'aventurer à étouffer l'intelligence de l'humanité pour dire que voilà, moi je suis le meilleur et je resterai le meilleur et je me permettrai de faire ce que je veux faire. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait le combat. C'est ça le combat, le lutte. Notre lutte, à chaque fois vous réveillez, vous dormez, vous savez que nous avons un combat à surmonter. C'est ça le défi. Je vous dirai aussi une chose que j'ai marquée dans ces bouquins qui montre le Congo toujours dans le monde astral. Vous prenez le globe terrestre. Ce que j'ai montré le monde astral, vous le trouverez dans ces bouquins. C'est rare. Le pays est une nation qui est traversée par l'équateur et le méridien de Greenwich. Le méridien de Greenwich, c'est ça notre indicateur qui nous donne le temps, l'heure atmosphérique. C'est ça le méridien de Greenwich. Et l'équateur. Vous voyez que l'équateur, ça peut commencer aussi au Congo, soit en France, et ça traverse. Mais la France n'a pas eu cette chance. C'est le Congo qui a eu cette chance d'avoir le croisement de l'équateur et le méridien de Greenwich. Ce qui fait que vous faites un cercle, vous trouverez le Congo au milieu du monde, du globe terrestre. Là, je l'ai démontré dans ça. Alors, sur le plan planétaire, toujours le Congo est traversé, est entouré par le 9 provinces. Non, 9 pays sur sa frontière. Vous trouverez nulle part au monde, aucune nation qui a 9 frontières. 9 frontières. Vous ne le trouverez pas. Premièrement, il est au milieu du monde et deuxièmement, 9 frontières. C'est très significatif, c'est très spirituel. C'est pour vous démontrer que le Congo, c'est un don de Dieu. Le Congo, c'est un don pour toute l'humanité entière. Le Congo. Je pars un peu vite. Dans ce premier chapitre, le Congo, comme on dit la RDC, la République démocratique du Congo, c'est sur le plan planétaire. Deuxièmement, le Congo dès la période coloniale. Ce qui est marqué ici, qu'est-ce qui s'est passé dès la période coloniale? On nous a démontré par la cérémonie des colons que tout était permis, le vol, les échanges, la tuerie. Tout était permis. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas le droit de l'homme. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Le maître, il pouvait imposer tout ce qu'il voulait. Et nous, on était là, en train de se soumettre. Il faut se soumettre. Vous ne voulez pas, on vous tue. Dès cette période, nos parents ont subi des sévices impossibles. On les a coupés, voire même des pommes de main. Les femmes, il y a des fois, on les a coupées des seins. Tout était permis pour eux. Mais personne ne pourrait revendiquer les droits. C'est pour cela que je me suis dit, qui arrêtera tout cela? Qu'est-ce que je pourrais faire? Pourquoi cette génération est sacrifiée? C'est ça
mes interrogations du jour au jour. Et le troisième chapitre, la naissance d'une nation. La naissance d'une nation. Une nation est née. C'est laquelle? C'est le Congo. Mais cette nation qui est née est subdivisée en plusieurs morceaux et en plusieurs, aujourd'hui on pourrait dire, en plusieurs continents et en plusieurs îlots. L'Amérique, les dom-toms. C'est pour cela, dans ce chapitre, la naissance des nations, et j'ai apporté, vous trouverez une idée très spirituelle, biblique, que Dieu lui-même avait promis à ce peuple. Parce que Dieu, quand il avait créé ce monde, c'est politique et spirituel dans ses livres. Pourquoi la spiritualité? Parce que c'est ça la moralité. Avant de quitter nos maisons, nous sommes venus, on a dit, bon, aujourd'hui, c'est Pierre Nzouzi qui va présenter son livre. D'abord, c'est votre morale, qui est l'amour, qui sait s'exprimer en vous. Je vais exprimer mon amour, mon attachement à Pierre. C'est ça qui vous a conduit jusqu'ici. C'est ça la moralité. Et il y a aussi auprès des chercheurs, comme mon frère togolais, il est venu parce que, étant que chercheur, il voulait comprendre. C'est ça cet amour, c'est ça cette curiosité, c'est ça la moralité. Et cette moralité est basée à la spiritualité que vous avez reçue ce matin, le souffle de vie, pour que vous venez écouter. Alors, là, vous les trouverez toujours dans ces bouquins. Dieu nous a promis que pour qu'il y ait une nouvelle nation, il fallait que les gens aillent les construire, aillent les bâtir. Dieu nous a promis, il a dit, je les ai éparpillés. Si je pourrais mettre entre parenthèses, c'est une version biblique, je les ai éparpillés. C'est Ézéchiel 36, 19, 24. Parce que le monde aujourd'hui, si on passe à la phase de mutation, vous pouvez demander Elon Musk, c'est lui l'Américain qui est en train de faire un peu l'intelligence artificielle. Lui-même, il a dit, je demanderai à l'humanité de prier plus, parce que le monde va changer. Il nous a prévenus. Mais nous ne pouvons pas être naïfs. C'est pour ça qu'on a dit qu'on passe à une phase de combat. C'est la lutte pour défendre nos intérêts. Et écarter les gens qui nous mettent des bâtons sur les roues. Dans ces bouquins, vous verrez, je vous l'ai dit, ça sera un plus rapide. C'est dans page 57. Là, c'est marqué Ézéchiel 36, 19, 24. Pierre Nzouzi, il lit aussi la Bible. Scientifique et puis politique. Je les ai éparpillés parmi les nations et ils ont été dispersés dans divers pays. Je les ai jugés conformément à leur conduite et à leur ajustement. C'était nos ancêtres. C'est nos ancêtres. Ce qui a fait que, aujourd'hui, nos frères et sœurs sont partis ailleurs. Dieu nous a éparpillés partout. Cette race bantou. J'ai ma belle-fille, je lui ai dit que, bien que vous êtes haïtienne, mais nous, on va vous épouser, on vous a épousé parce que demain, on va vous récupérer pour que vous retournez au Congo. Parce que la finalité, c'est tout le monde au Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est les propriétaires du Congo, et je vous le dirai après, qui est ces propriétaires du Congo, qui est ces propriétaires du monde, et d'Afrique entière. Alors, arrivés chez les nations où ils devaient se rendre, ils ont déshonoré mon nom, saint nom, puisqu'ils disaient d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Les gens, c'est ça qu'ils disaient. Alors, je voulus épargner
mon Sénat, que la communauté d'Israël déshonorait dans les nations où elles étaient rendues. C'est pourquoi annonce la communauté d'Israël, voici ce que le Seigneur éternel disait. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens pour la communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous êtes rendus. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ils ne veulent pas nous respecter. Bon, on passe à notre quatrième, le 9 voisin du Congo. Là, la problématique actuelle, c'est la problématique rwandaise et ougandaise. Pourquoi Rwanda et Ouganda? Là, je vous ai lu quelque chose d'Israël. Mais en fait, et en réalité, qui est Israël? Dans la Bible, on nous a dit que c'est le nom qu'on avait baptisé, qu'on avait donné à Jacob. Quand il a fait la lutte avec l'ange, on lui a donné le nom d'Israël. Et aujourd'hui, l'Israël est devenu un État. Mais en réalité, l'Israël, ça nous a donné les Juifs, le judaïsme, en réalité. Mais si aujourd'hui il y a la problématique rwandaise et ougandaise, parce que au début du XXe siècle, voire même plus, si je pourrais dire, vers le XIXe siècle, il y avait une agence européenne qui s'est créée pour aller construire l'État d'Israël dans le Palestine, dans le territoire du Palestine. Ils ont pris des Russes, ils ont pris des Français, des Belges, des Anglais, des Hongrois, des Polonais. Tous ces mondes-là, ils se sont mis ensemble. C'est pour cela aujourd'hui on les appelle, ce sont des Juifs. Mais personne ne s'est posé la question. Pourquoi il y a eu la cause de la guerre avec les nazis? Première guerre mondiale avec les nazis provoquée par un Autrichien. Deuxième guerre mondiale provoquée par un Autrichien. Eux, ceux-là, ils étaient des chanceliers allemands. Personne ne s'est posé la question. Dieu n'a pas voulu être distrait. C'est pour cela qu'il nous a posé cette problématique. Cette histoire, ça a continué parce qu'il voulait que l'Israël soit importé à Ouganda. Ils voulaient créer l'Israël à Ouganda. Mais tellement ils ont échoué, ils ont pris les Rwandais, le Paul Kagame, instruit Paul Kagame, et ils voyaient que le départ de notre président Mobutu était arrivé. Ils ont formé Kagame pour qu'il devienne l'agent de CIA. Pour accomplir cette mission. Et la mission, c'était quoi la mission? De créer l'Israël à la porte de la RDC, à la porte du Congo. C'est pour cela qu'aujourd'hui la guerre ne termine pas. Et deuxième possibilité pour eux, c'était de créer un État tampon, que tout le monde viendra se ressourcer avec le minerai, avec les sous-sols. Et troisième possibilité, de faire disparaître l'ethnie bantou. Bantou. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé l'homme. C'était même un samedi. Il a créé l'homme, il lui a baptisé Muntu. Adam, on l'appelait Muntu. Et le pluriel, c'est Bantou. Donc Muntu, cela veut dire l'homme, l'humain. C'est l'humanité tout entière. Son ancêtre, c'est à partir du Congo. Voilà la problématique rwando-ougandaise. Et aujourd'hui, c'est là, ils font les sales boulots. Ils sont aujourd'hui des marionnettes des Occidentaux.
quelqu'un qui tue au Congo, dans l'Est, personne, la communauté internationale, bouche fermée. Personne ne dit un mot. Et mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que nous resterons comme ça? Non. C'est pour cela, moi je l'ai souligné dans ces livres, il faut passer à la vitesse supérieure parce que le peuple congolais est devenu distrait. Ils regardent la destruction de leur pays, personne n'agisse. Personne n'agisse. Et la convoitise étrangère et occidentale aux aguets des Congolais. Ils sont là en train de piller, mais nous, les Congolais, bon, faites ce que vous voulez. Hein. Dès que vous allez arriver, comme j'ai parlé de spiritualité, la moralité, oui, on vous donne quelque chose, on vous corrompt, et puis voilà, prends, monsieur, le Chinois, prends-moi ça, le Libanais, prends-moi ça, le Turc. Et nous, on dit rien. Pourquoi on dit rien? Est-ce que c'est la piscose de la colonisation qui nous dérange ou pas? Donc, nous vivons au Congo avec des agents secrets au Congo et en Afrique. Voire même à Dom-Tom, pareil. Pareil. Et ceux-là, ils sont en contact avec des GCI, qui c'est la Direction générale de sécurité intérieure. Ils sont en contact. Qu'est-ce qui se passe là-bas au Congo? Et pour cela, ils nous ont mis leurs médias un peu partout. RFI, France 24, TV5 Monde. Mais ces gens-là, ils collaborent avec l'agence française de presse. Et comme nous, maintenant nous rentrons dans cette situation, nous ne comprenons pas la chose. Comme on disait, avec l'IA, l'intelligence artificielle, on nous a balancé les réseaux sociaux. Moindre information, sans raffiner, sans traiter, vous commencez à balancer. C'est pour cela qu'on dit que souvent la guerre que nous assumons, oui, ça devient une guerre médiatique. Parce que nous travaillons à la place des autres, sans le savoir. J'aimerais mieux travailler avec la philosophie que ma collègue fait dans les réseaux sociaux pour apprendre aux gens comment vous pouvez garder votre santé, mais elle ne frôle pas notre média pour faire le sale boulot et interpréter ce qu'ils ont mis en rédaction. La France-Afrique, qui va l'arrêter? Ce n'est que nous. Ce n'est que nous, les Congolais, mais il faut qu'on arrive à prendre conscience. C'est aussi une question de partenarialisme. Et ça, problème. Rabaisser toujours le peuple noir, peuple africain, peuple congolais. Ça, je l'ai étudié longtemps. Formation que j'ai fait avec le Parti Socialiste ici à Pontoise. Tout ça, ça m'a amené à conclure. Pourquoi désavouer France-Afrique? Notre économie est gérée par eux. Ce qui fait que nous sommes en perte de vitesse et on n'arrive même pas à contrôler notre économie. Le Congo. Et la deuxième partie, pour aller plus vite. Parce que moi, des fois, je parle beaucoup, je laisse même pas le temps. Donc, ça, c'est en gros que je suis en train de dire. Et vu que les sociétés, nos sociétés que nous en avons, au Congo, aujourd'hui, ils ont un arbitrage avec l'Organisation des Nations Unies. Cette Organisation des Nations Unies, au départ, c'était la Société des Nations. C'était la Société des Nations. Mais pourquoi ils ont changé l'Organisation des Nations Unies? Parce que quand ils ont vu que leur échec était là, ils ne pouvaient plus contrôler l'État palestinien qui devrait donner une portion aux Israélites. Ils ont dit, là on a échoué, il faut maintenant qu'on arrive à changer le casquette, on balance ça, la Société des Nations à l'Organisation des Nations Unies. Pour gérer tout.
tout ce qui est du monde. Et mais j'y reviens encore dans ce qui est Nations Unies. Parce que vous trouverez dans leur bâtiment qui se trouve à New York, ils ont bien marqué, aucune nation, c'est Ésaïe 2, 4, là ils ont marqué, aucune nation ne prendra plus des armes contre l'autre. Et on n'apprendra plus à faire la guerre. Mais en suivant Guterres, Antonio Guterres, c'est lui qui est secrétaire général des Nations Unies, qui dit que l'armée révolutionnaire M23 du Congo est une armée moderne. Nous, l'Organisation des Nations Unies, nous ne pouvons pas. Vous voyez, des terroristes qui ont une armée moderne et pourtant toute une organisation des Nations Unies. Ils n'arrivent pas. Allez-y comprendre tout ça parce que c'est le phénomène Congo. Il faut détruire cette terre. Il faut détruire toutes les femmes et les hommes de ce monde. Les Bantous. Mais attention, c'est qu'on venait de lire. Je les ai éparpillés partout. Nous sommes partout. Bon, là, il y a eu des pillages, vous le trouverez. Il y a des conséquences que nous subissons dans ce truc. Deuxième partie, c'est la transition congolaise, parce que maintenant, il faut qu'on arrive un peu à mettre fin. Dans notre deuxième partie, la transition congolaise, ce qui est important, c'est la question de dépendance. La question de dépendance. Nous dépendons commercialement aux étrangers. Nous dépendons commercialement à ceux qui ne nous ont même pas colonisés. Mais parce qu'ils ont rentré dans le fil du néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est lui qui l'avait évoqué. Il a dit, je mettrai terme à celui-ci, à ces phénomènes. Cet homme qui nous a donné, ce Dieu qui nous a donné sa version biblique en Ézéchiel. Je les ai éparpillés. Et moi j'appelle l'homme d'ubiquité, l'omniprésence. C'est lui qui a fait que le Congo soit acheté avec son argent lors de la table ronde, avant même l'indépendance. C'est lui qui a permis aux 42 pays africains de recevoir leur indépendance. Cet homme d'ubiquité. Si vous pouvez me permettre, dans ces livres, je ne l'ai pas mis dans cette partie, mais là, il y en a une suite. Il y en a une suite, mais c'est pas encore sorti. Juste sa photo, je vais vous le faire voir. D'abord, si tu peux me faire voir la photo de Papa Simon Kimbangu. C'est un phénomène. Ce monsieur. Vous entendez parler de Simon Kimbangu. C'est lui qui est le propriétaire de Congo. C'est lui qui est le propriétaire d'Afrique. C'est lui qui est le propriétaire de ce monde. Là, je me mets en défi. Même mon bras gauche ou droite, je le mets en défi. C'est lui là. Simon Kimbangu. Faites vos recherches. J'ai fait mes recherches. Et aujourd'hui, je suis venu à la conclusion pour dire que la guerre qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est une guerre spirituelle. Et ce Congo, c'est un don spirituel. C'est lui qui a dit que voilà, je les ai éparpillés partout, il faut que je les ramène dans leur territoire. Et leur territoire, c'est le Congo. Même devant les autorités françaises, bien que nous le faisons en France,
je suis prêt. Ils le savent. C'est nous qui sommes naïfs. Puisque nous, on ne fait pas des recherches. Nous, on ne fait pas des recherches. Nous, on ne fait pas des recherches. Eux, ils le savent. L'homme d'ubiquité. C'est pour ça qu'il veut mettre terme à tout. Voilà, lui qui a payé l'argent pour l'indépendance du Congo, aujourd'hui, il est mal compris. Il est mal compris. Il est mal compris. Ah oui, c'est qui encore là? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a fait 30 ans de prison. On lui a mis dans un fût d'eau chaude. Là, j'ouvre un peu de parenthèse. J'ouvre un peu de parenthèse pour vous éclaircir. Parce que là, j'ai soulevé quelque chose, il faut que j'arrive un peu au bout. J'étais dans l'eau, dans le fleuve, il est sorti. Aujourd'hui, 9 ans sous la terre, le corps n'a jamais été décomposé. Et à l'heure actuelle, un œil gauche, tu regardes et le doigt fermé. Les cheveux qui poussent, la température à 36 degrés. Un homme qui est décédé depuis 1951, le 12 octobre. C'est un phénomène. Et c'est écrit même dans la Bible, pour les gens qui lisent la Bible, là où il y aura les corps, les vautours vont tourner là-dessus. Mais il faut voir là où il y a son corps. Tous ces gens-là qui basculent, qui balancent la France-Africa, ils s'agenouillent là où est son corps. C'est déplorable. Alors pourquoi nous serons naïfs? Pourquoi nous allons regarder notre pays en train d'être détruit sans rien faire? Ça, c'est la conscience africaine. Ça, c'est la conscience congolaise. Ça, c'est la conscience des femmes et des hommes, des Bantous. Comme ma collègue, elle est là, elle est Bantou. Elle est Muntu. Ma belle-fille, elle est Muntu. Puisque vous venez de là, de l'ethnie Muntu. La dépendance par les revenus au Congo. Il n'y a même pas législation sociale qui prive les expatriés, les patrons étrangers qui payent un revenu au peuple congolais. Dépendance du pays. Vous avez travaillé de 7h à 18h. Combien? 20 heures du temps. Prenez $20. Vous voulez pas de gage. Voilà. Est-ce que nous sommes indépendants? Non, nous ne sommes pas indépendants. Allez-y comprendre. La dépendance financière. Oui, nos dirigeants, malmenés par la France-Africa, à chaque fois ils appellent FMI pour faire ceci, nous avons besoin d'argent. Oui, nous, voilà, financez-nous. Banque mondiale, paf, ils donnent l'argent. Prenez l'argent. Mais la conséquence, c'est quoi? Oui, la guerre. Multinationalistes, rentrez au Congo, dans l'Est, allez extraire des minerais, et ils vont rien dire. Tout ce que vous verrez, tuez-les. Voilà la conséquence. Pourquoi? On ne veut pas faire un effort, on ne veut pas réfléchir. Tous les jours, allez quémander. Nous ne sommes pas que nous. Ça, c'est l'idéologie qu'ils ont mis entre nos dirigeants. La dépendance technologique. Le minerai qui sort du Congo de coltan. Nous avons aujourd'hui, voilà, les iPhones. Mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à exploiter. Il faut qu'ils fabriquent les iPhones chez eux avec des minerais pris chez nous au Congo et ça répare et voilà. Si un Congolais arrive à créer une chose comme ça, il va dire, bon voilà, va faire l'expérimentation en Chine, soit en France. Dès qu'il sera là-bas, il va plus revenir empoisonné. Mais si vous regardez dans l'histoire, plusieurs inventions s'est fait par les Noirs. Mais ils étaient mal compris et personne ne l'a dit. Parce que nous ne voulons pas valoriser nos ancêtres. Nous voulons même pas valoriser nos frères et sœurs qu'ils ont écrits. Aujourd'hui, vous pouvez dire, moi, ces livres, quand je l'avais écrit, j'avais donné, premièrement, je l'avais
donné ça chez l'éditeur Saint-Honoré. Ils ont regardé. Ah, magnifique, c'est bon, monsieur, on va vous l'éditer ça. Ils ont accepté. Je me suis dit, bon, c'est bien. Mais comme on est toujours dans notre milieu, on a dit, bon, voilà. Et la conséquence de beaucoup d'Africains qui ont sorti leurs bouquins, leurs livres, aujourd'hui, sans trace, ils ne voient plus de manuscrits. Moi, j'ai parlé avec mon frère. Ils ont l'édition panafricaniste. C'est pour cela que c'est sorti là. Parce que je veux pas que cet outil de travail, cet outil de combat soit disparu. Il faut que ça reste entre les mains de la jeunesse congolaise, entre les mains des Congolais et des Congolaises, voire même des Africains, pour qu'ils comprennent l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. La dépendance par l'aide au développement, c'est ça que je venais de dire, et la transition économique, qui nous a posé un problème avec 3 scandales géologiques, énergétiques, agriculture et biodiversité. Voilà. Aujourd'hui, la biodiversité, l'Europe, le monde occidental qui nous dit ne jamais déforester la forêt équatoriale. Mais maintenant, il y a des gens qui avaient l'habitude de couper les arbres. Maintenant, ils regardent comme ça. Ils vivaient avec ça. Ils peuvent rien faire maintenant pour protéger l'intérêt mondial. Mais quelque part, ils nous posent encore des guerres. Et la transition politique, comme on a dit dans ces bouquins, il est temps de verser la politique. La politique est là, schématiquement je peux vous faire voir, c'est ça la politique. Nous allons l'inverser et pour mettre fin à la transition. Parce que si cette transition politique, il y a une problématique oligarchique. Groupuscule de gens qui se sont formés par la complicité des France-Africains. Ils nourrissent leurs femmes, ils nourrissent leurs maîtresses, ils nourrissent leurs enfants, ils nourrissent leurs nièces, ils nourrissent, voilà. C'est ça l'oligarchie comprador que ces gens-là, ils ont créé au Congo, voire même en Afrique, par la complicité des France-Africains. Et pour aller plus loin, ils ont créé cette oligarchie pour qu'il y ait une bourgeoisie comprador. C'est quoi la bourgeoisie comprador? Ils ont créé, ils ont acheté des immeubles un peu partout au monde en faisant rentrer des expatriés, des étrangers. Fiscalement, impôts, ils ne payent pas au Congo. Oui, moi je vais payer 1 million de dollars, puisque le Congo est dollarisé. Hein. Question monétaire, n'en parlons même pas. 2022, on avait, c'était dévalué à 1%. Aujourd'hui, je pense qu'on est en dessous d'1%. Maintenant, c'est dollarisé. Alors, un patron, un directeur qui passe voir un expatrié, c'est un chèque. Voilà. L'expatrié, il est là. Il devient riche. Le patron est riche. Le Congolais est riche. Mais c'est juste un groupe de gens. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut qu'on arrive à mettre fin à cette situation. Voilà. Le plus grand problème, et c'était ça. Donc, je pourrais pas encore y intervenir, à moins que vous avez des petites questions ou bien des grandes questions à poser. Mais l'intérêt de ces livres, il va nous remettre sur les rails parce que le Congo et la coutume de notre pays, la coutume des Africains, c'est de vivre dans la collectivité. Ce qu'on appelle, dans le jargon politique, le collectivisme et non l'individualisme. Nous sommes collectivistes et non individualistes. Moi, je prends aujourd'hui l'offre. Je regarde mon entourage, les gens qui sont capables et on partage. Ceux qui sont faibles, on fait de tout
de tout notre mieux pour que ces gens-là s'en sortent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est ça que je vous ai dit, la bourgeoisie comprador. J'étais candidat aux élections l'année dernière, mais je ne suis pas passé. Pourquoi? Ils ont nommé. Or, nous avons des scrutins directs et indirects. Direct, on met en avant le peuple qui choisit, c'est ça la démocratie. Indirect, c'est entre le parlementaire qui vote pour le sénateur. Mais moi, j'étais là et il n'y a rien. Tout ça pour vous dire que voilà cette transition politique que nous voulons inverser. Merci, je pense qu'il est temps pour moi de vous faire ces topos, bien que j'étais encore un peu plus long. Je termine ici en vous remerciant encore pour cette écoute, pour cette attention que vous m'avez apprêtée. Voilà. Et pour ajouter un petit truc, pas même ajouter pour juste signifier que le Congo aujourd'hui, sa jeunesse, c'est le synonyme du néant. Tant qu'on ne fera pas quelque chose, la jeunesse congolaise vivra dans le néant. Merci. Je termine par là. Merci beaucoup, Monsieur Nzunzi, pour ce récit, pour ce que vous avez pu déjà nous dire concernant votre livre. Et moi, j'avais une question concernant le titre, parce que c'est Congo avec un K, mais là, on pense plus à la République démocratique du Congo. Donc, quelle est la raison de ce titre? Merci. Merci pour votre question. Ça, je savais. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Le Congo avec K. Ça, c'est l'originalité. Ça, c'est l'originalité de notre territoire, de notre nation. Au début de toute chose, c'était le Congo, ça s'écrivait comme ça avec K. Et ce Congo, vous trouverez la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazzaville et une partie d'Angola, donc l'Angola tout entière, pardon, une partie de Gabon, Cameroun aussi, et Centrafrique. C'était ça. En partant du royaume Congo. Mais quand l'aventurier belge, Léopold II, a pris le territoire pour coloniser, c'est là où il a dénaturalisé le mot Congo. Dénaturaliser, cela veut dire qu'on efface leur mémoire, qu'on change leur histoire. C'est pour cela, en 2009, l'autre avait dit, Sarkozy, l'Africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Alors maintenant, nous allons prouver, nous allons montrer à ces gens-là, oui, ce que vous avez dit, c'est leur thèse. Personne ne peut les contredire. Mais nous, les Africains, nous allons les contredire en disant que c'est pour cela que nous ramenons cette mutation. Voilà le changement que nous voulons. Revenir en l'ancien et aller chercher là où ils étaient éparpillés pour qu'ils viennent tous reconstruire le pays. Au départ, c'était ça l'origine. Donc moi, avec ces j'aime pas. Il n'y a pas de chance parce que Congo, cela veut dire serre. Congo. Comme nous on dit encore à Congo, Ntsengo. Donc outil de travail. Voilà, c'est ça. Donc moi, je n'ai pas inventé. Je suis parti à la source, j'ai interrogé l'histoire, afin que j'arrive à avoir de bons éléments. Voire même, j'ai dit dans ces bouquins, dans mon introduction, ce que je dis, il y a des historiens qui ont écrit. Mais beaucoup, ils ont écrit par défaut. Pour plaire au monde intellectuel, que oui, je suis historien, mais ils ont écrit par défaut. Mais moi, j'ai écrit parce que, premièrement, je suis éclairé, l'homme d'ubiquité m'a instruit, et mes recherches, et les amis, de part et d'autre, voilà, on a dit, bon voilà, maintenant, on va confectionner cet ouvrage qu'on appelle le Congo face au défi de la mutation.
Je pense que j'ai répondu à votre question. Je me suis posé une question quand j'ai vu l'invitation pour venir vous écouter pour dédicacer les livres. Donc, en parlant du Congo, j'ai compris que donc ça concernait tous les peuples qui composaient les royaumes Congo. Mais par contre, les titres, la mutation. Moi, dans ma pensée, je me suis dit pourquoi M. Ntsouzi n'a pas parlé de l'évolution de ces peuples bantous qui a été dispersé à 3 reprises, si je me trompe pas, à 2 ou 3 reprises, pendant la traite négrière, et puis pendant la colonisation, et actuellement, parce que nous faisons partie quand même de la génération, de la 3e, si je peux appeler ça génération, qui a été dispersée dans le monde entier. Et j'aurais pu penser que vous parleriez de l'évolution du peuple Muntu. Mais là, vous parlez de la mutation. Et là, en vous écoutant, vous avez semblé dire, ou vous avez dit, que vous étiez inspiré par les propriétaires de ces terres Congo. Est-ce que vous pourrez un peu nous expliciter cette différence? La mutation, c'est le changement. Premièrement. La mutation, c'est l'évolution. Quelle évolution que nous voulons? Quel changement que nous voulons? Le devenir d'un peuple. Premièrement, c'est ça. La métamorphose et la révolution. Le devenir de ces peuples. Là, je venais de lire. Ces peuples-là étaient éparpillés. Ces peuples-là étaient éparpillés. Et je vous ai dit que dans ces livres, un jour, on viendra encore ici pour que vous voyez la suite. Et la suite, là, on a donné que ce peuple qui est parti dans la suite, mon éditeur est là, il sait déjà, parce que la matière est déjà été écrite. Ce peuple qui est parti, la façon qu'ils étaient partis dans des bateaux enchaînés, mais ils vont rentrer sous les cloches des fanfares, sous la trompette des fanfares. Le Congo a été déjà averti. Les responsables Congo éclairés, ils étaient déjà avertis. Pour ça, je dis, le devenir d'un peuple, la métamorphose. Parce que quand on ira prendre dans les îles là-bas, parce que notre coutume, ils l'ont emporté. Ils en ont avec eux. Ils vont dire, c'est vous qui êtes devenu comme ça? Oui, c'est nous. Voilà. Et la révolution. C'est quoi la révolution? Quand on dit, s'il y a la révolution, c'est qu'il y a des révolutionnaires. Pourquoi il y a la révolution et il y a des révolutionnaires? Parce que s'il y a l'oppression et l'exploitation. Mais l'oppression, maintenant, nous, on le voit qu'auprès des politiques. Il y a l'oppression auprès des politiques et l'exploitation auprès des voleurs, des receleurs qui nous pillent et des colonisateurs. Maintenant qu'ils sont partis, ils ont laissé leurs fantômes auprès des néocolonialistes, ce qu'on appelle les néo-impérialistes. Je pense que j'ai répondu à votre... Parce que là, il y a le devenir d'un peuple. On a marqué mutation. C'est codé. La personne qui sera là, dès qu'à la fin, il aura encore envie de lire ces livres et de lire la suite. On n'a pas piégé, mais c'est ça le contexte. Parce qu'on a dit, si on le met à 500 pages, quand on va voir, 500 pages, j'aurais du mal à finir. Et c'est pour cela les colons nous ont dit que pour garder un secret à un noir ou à un africain, il faut l'écrire. Et moi, si aujourd'hui j'ai eu l'audace d'écrire, parce que dans l'hypothèse, les paroles s'en vont, les écrits, génération en génération. C'est pour cela. Les médias, ils sont là aujourd'hui, et demain, ça sera effacé. Hein. Mais ça va rester. Quel est le défi majeur de la mutation que le Congo doit faire face pour sortir du gouffre?
La question est pertinente et ça mérite une réponse claire et simple et directe. Quel défi majeur. Parce qu'il y a un propriétaire des secteurs. Le propriétaire des terres, c'est Simon Kimbangu, l'homme de l'ubiquité que je vous ai dit. La préscience, il a été mal compris. Si les politiques, ils arrivent à lui mettre juste devant toutes nos problématiques, tout sera résolu. C'est ça le défi. Longtemps, on est là, on a fait l'hypocrisie, mais cette fois-ci, moi, je me suis dit non. Il faut qu'on réveille un peu cet homme qui a racheté nos âmes, qui a racheté ce pays. Je veux que ces enfants qui sont partis ailleurs reviennent tôt ou tard en Afrique pour que l'Afrique émerge, le Congo développe, décolle. Cet homme-là, il faut qu'on le mette devant notre échiquier politique. Il est oublié. Il regarde, il a dit, allez-y, on va faire ce que vous voulez, et le Congo sera toujours là. On va perdre les gens à chaque fois, nos familles, nos parents et nos enfants. Voilà pour moi le défi, c'est ça. C'est pour cela, dans le deuxième partie, j'avais annoncé avec un titre, un chapitre, le nationalisme par contrainte. Là, je vous donne quand même des pistes, c'est pas encore sorti le livre, mais j'ai la matière. Le nationalisme par contrainte. Moi, je suis congolais, mais ma femme, là, sur papier, elle est française. Donc, elle a reçu la nationalité française par contrainte, parce qu'elle a mis ses enfants ici, au monde, et elle travaille ici, et l'opportunité fait qu'elle devient française. Mais est-ce que dans son sang, dans son cœur, elle est française? Nos parents qui sont partis aux Antilles sont devenus françaises, et voilà, des Antilles. Mais c'est par nationalité, la nationalité par contrainte. Ceux qui sont partis, les Afro-Américains, pareil, nationalité par contrainte. Alors maintenant, il faut qu'on arrive à tout dénoncer et à tout mettre en place pour que nous arrivons à faire une révolution dans notre mutation. Je ne sais pas, monsieur Loubak ici. Du coup, bonjour et félicitations, monsieur Pierre Nzouzi Bounzei. Moi, j'avais une question qui rejoint un peu la première question de la dame au fond, pas le titre, mais la couverture du livre. C'est vrai, on connaît le Congo, on connaît le Congo avec le C et non pas avec le K, mais je voudrais que vous puissiez nous expliquer ces couleurs, le vert, le rouge, le marron. L'Afrique, on l'a reconnu. On voit aussi la RDC qui sort et on voit un petit peu, voilà, on va dire l'océan, etc. Voilà, pour pouvoir nous expliquer la couverture du livre, parce que c'est vrai que souvent, on va nous mettre peut-être directement, je sais pas, le pays, la RDC, mais vous avez choisi des couleurs particulières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Franchement, je vois, il y a la curiosité. C'est bien. Moi, j'adore ça. Alors, je vais vous donner des explications de ces couleurs. Vous savez, dans ces livres, je vous donnerai pas la page. Mais celui que je venais de lire, le savant français Jacques Attali, j'aime bien ce monsieur. Parce que lui, il dit toujours ce qu'il voit en avance. La France 98, ils vont réussir. Il l'avait dit. À 96, moi je me suis dit, j'ai commencé à suivre. À 2008, là, avec Deschamps, il a dit, je commençais à suivre. Et maintenant, en 2027, il a dit qu'il y aura une femme qui sera présidente de la France. Là, on va voir. Je crois à ce monsieur. C'est un homme, mais il est éclairé. Je l'appelle savant français. Il a dit dans ce bouquin que j'ai marqué pour Jacques Attali. Il a dit, il y a deux communautés, des idéologies qui sont en vert, qui vont changer ce monde, qui vont gouverner ce monde. Il a fait l'attraction à quoi? Premièrement, aux écologistes. Parce que nous passons dans un monde en mutation. Deuxièmement, une communauté
qui s'habille en vert, l'homme du Bikité, que je vous ai montré, Papa Simon Kimbangu, sa communauté, il s'habille en vert. C'est pour ça que je me suis dit, pour honorer, vert ne peut pas manquer. Mais vous regardez ce vert, une partie, c'est rouge. Non seulement cette partie, c'est rouge, parce que nous avons une problématique environnementale et aujourd'hui écologique. Premièrement. Deuxièmement, le continent africain qui vient d'être assombré. Il y a des guerres partout. Mais à l'intérieur, vous ne comprenez pas de quel côté il y a le coucher du soleil. C'est un peu bizarre. Est-ce que nous sommes du jour, du soir? C'est bizarre. Parce qu'il y a une confusion totale. Là où il y a toujours la mutation, il y a toujours des confusions. Pour ça, on a dit, dans ce livre, je l'avais dit, celui qui viendra prendre le pouvoir, ou bien prendre son fauteuil, il faut qu'on arrive complètement à aménager son fauteuil et son bureau. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la couleur, là, déjà, c'est l'Afrique noire. Ouais, une bonne partie, c'est noir. Je pourrais pas mettre une couleur blanche. Ou bien rouge, jaune, ici, non. Là, c'est vert, et là, le rouge qui traverse. Mais au Congo, bien qu'il y a la guerre, j'ai pas mis la guerre, mais c'est la confusion totale de temps. Question de temps, que vous pouvez remarquer ici. Question de temps. Donc maintenant, l'heure est arrivée pour qu'il y ait une mutation franche. Madame, est-ce que tu as compris? J'ai répondu à ta question. Donc vous avez parlé de Congo Cercle, on a compris que rien n'est permanent hormis le changement, et que la mutation c'est quelque chose qui est perpétuel en tant qu'être humain, en tant que personne, les saisons, etc. En suivant l'année, parce que quand je vous écoutais, ça me fait penser aux damnés de la Terre de Frantz Fanon, notamment sur la question de quelle rupture et processus on peut avoir avec les héritages coloniaux et la reproduction coloniale qui est en Afrique, et notamment les religions extérieures à travers une refondation politique, culturelle et culturelle. Comment promouvoir une promotion nationale africaine au sein du continent? Comment favoriser une renaissance culturelle et culturelle qui valorise les identités africaines, spécifiquement les identités du Congo, et tous ses composants, parce que c'est quelque chose qui est divers et varié. Et c'est quoi les transformations qui nécessitent un leadership visionnaire ancré dans une compréhension à la fois historique, humaniste, et dans une volonté, vous l'avez parlé de collectivité, collective, avec un changement radical. Et qui peut incarner aujourd'hui, en termes de groupe politique et de personnes, ces changements-là en Afrique et au Congo? Voilà, question large, hein, désolé. Mais D'accord. Là, vous avez parlé, franchement, vous avez posé des questions très philosophiques et puis très scientifiques en même temps. Bien que la politique vous est arrivée un peu à la fin. Question de rupture d'abord. Bon, en partant déjà de ce que vous avez dit, la thèse de Franck Fanon, oui, c'est lui qui avait démontré que l'Afrique a une forme de revolver. Sa gâchette, ça se trouve au Congo. Alors, ce Congo, aujourd'hui, est malade. Ce Congo, aujourd'hui, traîne. Économiquement, comme on a dit, il y a des tendances, bien que nous sommes indépendants, mais nous dépendons quand même des gens. Je serai rapide. Alors, pour mettre fin à cette rupture, ce qu'il nous faudra, nous, les acteurs, qu'on arrive à prendre la conscience, premièrement, de notre identité. Comme je venais de dire, la question que la dame avait posée, le devenir d'un peuple, c'est très important. Si on arrive à prendre cette conscience, je pense que tout va se décanter dans un clin d'œil. Si on ne prend pas conscience, comme je disais avant dans mon allocution, la spiritualité et la moralité, tout ça, ça sera déclenché d'un seul coup. Et pour en finir,
la question que vous avez prise, qui pourrait prendre le relève et d'aller plus loin, et voilà. C'est pour cela, moi, je vais, à l'heure actuelle, conscientiser ce peuple qui regarde son pays, leur nation est en train de se détruire. Je vais les conscientiser. Qu'ils comprennent que voilà, c'est à nous de prendre en main notre destin. C'est à nous. Ce n'est pas d'autres gens qui sont à l'extérieur. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas, les colonisateurs ne viendront plus au Congo. Mais ils vont envoyer leurs infiltrés, comme les néocolonialistes, les Congolais, qui vont travailler dans leurs portes, qui vont travailler dans leurs champs, qui vont travailler dans leurs chambres, de venir nous détruire. Et vous avez dit encore quelque chose de spiritualité là-dessus, mais vous savez que la guerre actuelle, c'est la guerre, ce n'est pas la guerre de vouloir sur le destin des gens parce que l'expérimentation de nos armes, mais c'est la guerre de nos culturismes, pour ne pas dire des spirituels. Parce que le monde maçonnique, là je serai direct, le monde des francs-maçons, des maçonniques, il veut gérer ce monde. Il ne veut plus que l'humanité vive librement. C'est pour cela, aujourd'hui on est à 8 milliards. Mais 1 milliard, il veut la mort de 7 milliards. C'est pour ça qu'ils disent que guerre de famine. Trump, il vient de le dire. Organisation mondiale de la santé et de tout ça. Il ne veut plus financer. Parce qu'il s'en fiche complètement. Voilà ce qu'il a dit aux Palestiniens. Allez, dégagez le Gaza. On va vous envoyer ailleurs. Là, il veut créer quoi? Construire quoi? Des bistrots et des casinos. Le monde s'en fiche. Donc, question pour nous au Congo, c'est content. Donc, c'est la conscience. Pour que nous arrivions à comprendre comment est-ce que nos aïeux vivaient. Ils vivaient dans le collectivisme. Et le Congo, nous le savons très bien. Nous avons perdu nos valeurs et nos cultures. Parce que c'est une terre d'hospitalité. Au Congo, on reçoit tout le monde. Il n'y a pas de division. Allez voir au Congo aujourd'hui. Les Français sont là, avec des femmes congolaises, ils vivent. Les Libanais, tout ça. Ils sont bien acceptés. Mais maintenant, le problème de leadership, qui veulent créer une bourgeoisie comprador, qui veulent mettre en avant les expatriés comme si ce sont les expatriés qui sont mauvais. Or, ce sont eux qui répondent aux exigences de la France africaine, des Occidentaux. Je ne sais pas si je vous ai répondu puisque vos questions étaient faites en civilisation. Je vous ai bien, d'accord. Moi, je veux poser une question. Oui. Je veux paraphraser le monsieur qui a posé. Mmh. Je prends juste la dernière partie de sa question. Oui. Et je veux peut-être les reformuler à ma sauce. Mmh. On parle du défi du Congo face au défi de la mutation. Mmh. Je reviens là où il dit quel est donc ce groupe socio-politique ou culturel qui peut incarner l'espoir justement de ce défi. On peut aller plus loin, même la personne qui incarne aujourd'hui l'espoir de ce défi face dont le Congo est en face. Un groupe sociopolitique ou culturel ou la personne sur qui on peut vraiment compter, bien, qui peut relever justement ce défi de la mutation. Merci pour la question. Vous savez, j'étais au Congo, j'ai vu et j'ai entendu. La question aussi m'était arrivée. La question aussi m'était arrivée. Mais oui, il y a des Congolais qui sont capables. Des Congolais qui sont capables et des Congolaises de relever ces défis de leadership et de travailler. Ils sont là, ils sont beaucoup. Mais je ne peux pas pointer le doigt à un tel ou à un tel ou à un tel, ou bien quand tu pointes le doigt comme ça, vous voyez les grands là,
ça me regarde. Voilà, c'est ça que je ne veux pas faire. Mais moi, je partirai dans le contexte de dire que, comme nous avons des politiciens vénaux, cela veut dire des gens qui veulent que l'argent, corrompus. Ils ont pu voir même le peuple congolais en otage, au détriment de France Africa, des Occidentaux, de leurs mentors. Et si tu regardes de part et d'autre, c'est comme si tu vois personne. Mais comme la terre du Congo appartient à quelqu'un, il nous a déjà choisi. La personne qui viendra après tous ces farfelus présidents, tous ces farfelus dirigeants, tous ces farfelus politiciens. Il y a quelqu'un qui va venir. Alors, moi, aujourd'hui, je joue le rôle de conscientiser la jeunesse congolaise pour qu'ils prennent en charge leur destin. Si on peut les accompagner, on va les accompagner. Je reviens encore, je ne peux pas boire avec la même tasse que le président Sarkozy, mais lui qui disait, au départ, il n'avait aucun réseau. Au départ, il n'avait aucun réseau. Il a été éjecté un peu partout. De Chirac, tout ça, de Villepin, tout ça. Personne ne voulait de Sarkozy. Mais quand il a créé son réseau, et il a expérimenté son savoir, et aujourd'hui, on a même des radars un peu partout, et il est devenu président. Bien que ce n'est pas un exemple à suivre, ce monsieur-là. Moi, je ne suis pas son exemple. Mais je donne parce que tout le monde n'est pas mauvais. Il peut dire ça de bon, mais il faut prendre les bons et jeter les mauvais. Alors, comme le peuple congolais, le leader, il peut être parmi nous. Hein. Puisqu'il y aura même des enfants qui sont partis ailleurs, au Dom-Tom, ils peuvent revenir, ils peuvent devenir français. Non, ils peuvent devenir congolais et travailler en politique au Congo. Et pour l'instant, je pense que ça pourrait être que ça. Tout à l'heure, vers la fin de votre intervention, vous avez fait allusion à cette phrase qui dit que pour cacher quelque chose à l'Africain, il faut la mettre dans un livre. Et est-ce encore vrai? Si aujourd'hui nous sommes allés à l'école, nous avons appris à lire, nos enfants sont allés à l'école, et nos petits-enfants aussi, et que nous sommes aujourd'hui là, en ce moment précis, à la librairie Tamery, où nous baignons dans un océan de près de 50 000 livres. Est-ce encore vrai de faire allusion à cette phrase qui dit que pour cacher quelque chose à l'Africain, il faut la mettre dans un livre? C'est pas injurieux pour nous, cette phrase? Vraiment, merci pour votre question. Oui, cette phrase est vraiment injurieuse. Oui, c'est pour se moquer d'un peuple qui n'a pas de culture, qui n'a pas de sens de lecture, de lire. C'est pour cela, pour une personne que j'ai dédicacé mon livre, je me suis dit, le goût de la lecture ne s'impose pas. Mais il s'éveille et il se partage. Même si on a mis la formule pour recevoir l'argent dans le bouquin, ils ne sauront pas. Mais aujourd'hui, on est éveillé. Aujourd'hui, on est éveillé. On est éveillé, oui, mais on est aussi buté dans un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Parce que beaucoup ne veulent plus écrire. Ils disent que voilà, moi je ferai mes vidéos et voilà. Et ça va partir. Mais demain, si on a ça. Et ça questionne la conscience. Ce qui vous a un peu touché, et c'est ça. Parce que quand on a fait l'interprétation de la chose, il faut savoir le défendre. Comme je l'ai tout le temps dit à mes collègues, un sujet mal contextualisé, si vous le donnez même un savant, il ne saura pas le développer. Il ne saura pas le développer. Un sujet mal contextualisé, vous le donnez même à un génie, il ne saura pas le développer. Il faut que vous donnez vous-même de bons contextes. Et puis là, je pense que je vous ai répondu. Ça, c'était pas mon langage,
C'est le langage d'interprétation que les gens disaient, les colons, pour nous déstabiliser de notre culture, pour qu'on ne soit pas éveillé, pour qu'on soit dormeur du matin au soir. Voilà, c'était ça. Disons, un peu lié à l'actualité congolaise aujourd'hui avec, disons, la guerre qui se passe à l'Est et l'incapacité apparente du pouvoir en place d'arrêter cette guerre ou de vaincre, disons, cette bande armée. Vous avez parlé de politiciens farfelus. Devons-nous comprendre que Tshisekedi en fait partie? Première question. Et deuxième question, quelle est votre évaluation du pouvoir Tshisekedi actuel qui pour nous incarne un peu l'échec complet de la classe politique congolaise dans la nécessité de mettre le Congo sur les bons rails? L'autre question est de savoir par quel processus, tout à l'heure vous avez parlé de Kimbangu, par quel processus pourrait-il émerger au Congo une classe politique, une organisation structurée qui prenne en charge vraiment les affaires du Congo et lui donne toute la prospérité qu'il mérite. Hein? Comment, par quel processus est-ce que l'expérience qui se déroule aujourd'hui en Afrique de l'Est, non, en Afrique de l'Ouest, avec le Mali, le Burkina et le Niger, peut-elle inspirer le Congo? Est-ce que Tshisekedi est-il l'homme de la situation? Est-ce qu'il ne vaudrait-il pas mieux pour lui de rentrer à Bruxelles, continuer à faire ce qu'il faisait là-bas, etc. Donc, quelle est votre évaluation de tout ça et par quel processus on peut arriver au Congo à une organisation, à un leadership qui ferait le boulot dans un esprit lumumbiste, par exemple? Voilà ma question. Merci, monsieur le libraire. Donc, je vois que vous êtes bien cultivé avec tous les bouquins que vous en avez ici, et puis l'actualité, comment la façon que vous les suivez, vous êtes bien cultivé. Premièrement, pour la problématique qui se passe dans l'Est. La problématique qui se passe dans l'Est, franchement, je pourrais vous dire que il y a eu tellement des accords, les accords qui ont été signés il y a déjà 3 décennies. Et tu sais qui vient d'arriver actuellement. Lui, il s'est mis dans la page de ces accords. Alors, pour ne pas dire qu'il ne peut rien faire. Non, il pourra faire quelque chose, puisqu'il est encore au pouvoir. Donc on ne peut pas juger la personne dès qu'il n'est pas encore parti. Alors, mais la question, que si je le disais, depuis qu'ils sont là, et il y a toujours la guerre, et ils étaient farfelus, nos politiciens, parce qu'il y a déjà 3 décennies, le résultat de leur gouvernement sont complètement escomptés. C'est ça qu'on disait. C'est ça qu'on disait. Et il faut que ça dépende toujours d'extérieur. Ils ne peuvent rien faire. C'est comme si, monsieur, vous êtes dans votre librairie, dans votre maison. Mais avant que vous agissez, il faut que toujours l'extérieur vous donne des ordres. Vous ne pouvez rien faire. Mais vous êtes les premiers à aller faire des accords. Oui, je vais faire ceci comme accord, voilà, des arrangements, ça. Et aujourd'hui, personne n'a respecté ces accords, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la destruction de l'Est. Vous voyez? Et Tshisekedi est venu. Vous croyez qu'il n'est pas de même école que les autres? Ils sont de la même école. Même ses camarades opposants, aujourd'hui, ils opposants parce que les gâteaux, il faut les partager à part égale. Ne soyez pas gourmands. Oui, vous voulez les gâteaux tout entiers et faire profiter de votre oligarchie. Là, vous aurez des problèmes. C'est pour cela aujourd'hui qui trahit qui? Un Congolais qui trahit un Congolais. C'est la débandade totale.
La désolation totale pour un peuple faible, un peuple qui est pris en otage, un peuple qui n'arrive même pas à survenir à manger. Voilà, c'est ça que je disais. Les politiciens farfelus. Moi, je ne crois pas. Moi, je fais la politique. Moi, je fais la politique avec eux. Mais l'autopsie, diagnostic que j'ai porté, oui, si demain, moi, on me demande, oui, la question que le collègue avait dit, je peux le dire. Qui pourrait être leader? Moi, je soulève mon doigt. Parce que j'ai les capacités. Pourquoi? Quelle capacité que j'ai? Moi seul, je peux rien faire. Mais parmi moi, mon entourage, il y a des hommes forts, capables, qui peuvent apporter l'évolution de cette nation en avant. Il faut qu'il y ait un leader qui parle vrai, qui parle franc. Mais nous, ils ne parlent pas franc. Égoïsme total. Problème d'égo entre eux. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Moi, je suis prêt, si aujourd'hui on dit, voilà. Mais maintenant, le processus que vous avez dit avec cette personne de Papa Simo Kimbangu, je donne encore un exemple. Vous êtes chez vous dans votre maison. Vous savez que demain, vous ne serez pas là, ou bien vous allez faire un voyage. Si votre femme ne sait pas les coins et les recoins, là vous cachez vos testaments, soit vos billets de banque, tout ça, ou bien vos cartes bancaires. Mais demain, quand vous partirez, si vous l'appelez, madame, regarde dans la maison, cherche-moi ça. Qu'est-ce qu'elle va dire? Mais vous m'avez rien montré. Kimbangu, il a tout prévu. Il a même dit, il y aura 4 présidents. Je souligne ces problématiques. Parce qu'au Congo, aujourd'hui, on a 4 présidents. Mais vous allez me dire, non, 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 on a 5. Moi, je vous le dis, 4. Et dans 4, d'abord, Kasavubu. Mobutu était venu, il est reparti par la petite porte. Mouzé Kabila est venu, tué au pouvoir, et c'est son fils qui lui a remplacé, donc il fait une personne. Et Tshisekedi d'aujourd'hui, les 4. Kimbangu l'avait dit, quand les 4 présidents passeront, c'est là où il mettra terme. Parce que les 4 présidents, ils ne vont pas travailler pour eux, ils vont travailler pour leurs mentors, pour les Occidentaux, pour les colons. C'est ça le néocolonialisme, Kimbangu avait dit. Et c'est à ce moment-là, je viendrai abolir le néocolonialisme. Moi, je sais que ces présidents sont passés. Maintenant, il reste que Kimbangu agisse. Question que vous avez posée, qui sera le leader incarné et tout ça. Il sortira parmi nous si nous voulons. Je pense que je vous ai répondu. Merci. C'est surtout cette problématique que vous venez de soulever qui m'intéresse beaucoup. Vous savez bien que ce n'est pas n'importe qui sera président maintenant. Alors, vous savez très très bien dit. Cependant, la personne qui va remplacer, qui viendra maintenant, sera un roi divin. Il aura 3 pouvoirs. Pouvoir politique, scientifique et spirituel. Cette personne sortira de la diaspora. Et on souligne très souvent que de la diaspora française, enfin du Congo et de France. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez mentionné dans votre livre, mais il faut, je crois, aller un peu au fond dans cette perspective du roi divin. Donc c'est là où il faut creuser. Voilà. Le Congo face au défi de la mutation. Donc, là, je l'avais écrit, il y avait au moins 500 pages. Mais je l'ai scindé en 2. J'ai laissé cette partie, la mutation, et l'autre partie, le Congo et la victoire de Simon Kimbangu. Ça va sortir après. C'est de là que je parlais, voire même de ce que vous venez de dire, des rois divins. Ça, déjà, cet exemplaire, c'est pour faire la projection. C'est pour faire la projection. C'est pour faire la projection de ce qui va nous arriver. Vous voyez? Pour faire la projection. Mais comme vous l'avez déjà souligné, je pense que peut-être vous avez reçu une vision, ou bien vous avez fait un rêve. J'ai souvent sur ça. D'accord. Donc, si ça passera ici à la diaspora, donc la diaspora, voilà, elle est la bienvenue de recevoir de bonnes nouvelles et de vous mettre au travail
Parce que voilà, le monsieur nous a dit déjà que le prochain sera quelqu'un qui sortira de la diaspora. Française. Merci. Voilà. Parce que la Belgique a déjà eu un. Merci. Moi, je vais juste faire un complément par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Par rapport à la couverture, c'est une très belle inspiration. Il y a le vert, comme vient de dire l'auteur. Il y a le vert qui est symbole de l'espoir. Malgré que le Congo est ensanglanté, mais il y a toujours l'espoir qui arrive. Le rouge là, on sent que le sang coule, mais l'espoir est là, à côté, pour dire que l'espoir est toujours là et les choses vont changer. Et en bas, c'est marron, c'est la terre. La terre qui tient l'Afrique, la terre qui tient le Congo. Et malgré qu'il y a tout est sombre, parce que tout ne va pas très bien, c'est-à-dire il y a une mutation qui se fait et le Congo est éclairé. C'est-à-dire que la lueur d'espoir est là, qui fera en sorte que ça va s'augmenter pour que le Congo soit entièrement éclairé. Et dès lors que le Congo sera éclairé par la lumière que vous voyez là, l'Afrique sera éclairée et le monde sera éclairé. Ça, c'est par rapport à la couverture, s'il faut faire un complément. Par rapport aux questions, malheureusement il n'est pas là, il avait posé une question sur la personne qui va incarner, mais d'abord aussi sur les défis majeurs. Les défis majeurs, en fait, après avoir lu les livres, je comprends que les défis majeurs, c'est l'unité. Mais d'abord, une unité immatérielle, à travers une identité spirituelle et une identité culturelle. C'est ce qui nous manque, en fait. Si on arrive déjà à s'unir à travers une identité spirituelle très bien définie, qui nous appartient, qui soit propre à l'Afrique, et une identité culturelle qui soit propre à nous, et ça sera le premier des défis à relever, c'est les défis majeurs. Et puis après, viendra la personne qui pourra l'incarner. Et cette personne qui pourra l'incarner, il doit automatiquement faire la rupture. On vient d'assister au vernissage de votre livre. Quelle impression vous avez de la journée d'aujourd'hui? Bon, la journée d'aujourd'hui, mon impression, c'est formidable, c'était bien, parce que on sent déjà à partir des personnes qui viennent assister à la présentation, ils étaient tellement joyeux, ils ont posé les questions qu'il fallait. Et ce qui fait que moi aussi, l'auteur, franchement, je suis comblé de joie. Donc, je tiens qu'à remercier ceux qui étaient présents et ceux qui vont nous suivre par les canaux médiatiques.